Bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre activité virtuelle sur le deuil du 2 mai. Je me présente, je m'appelle Élise Briand. Je suis directrice du service à la clientèle au Repos Saint-François d'Assise. Malheureusement, Alain Chartier est absent ce soir, ne pouvait pas se joindre à nous. Alors, je remplace Alain pour la présentation. Alors, bienvenue à tous, puis on est très content de vous avoir avec nous ce soir, puis on a une belle soirée à vous présenter. Alors, sans plus tarder, je vous présente Madame Joanne de Montigny, qui est psychologue clinicienne spécialisée en deuil, qui travaille avec InfoDeuil depuis quand même plusieurs années. Alors, Joanne, je te laisse la parole et je vous souhaite à tous une belle soirée. Merci, merci Élise. Et si je comprends bien aussi, on va avoir à la fin de la soirée des questions. Les dernières 15 minutes, c'est toi qui vas s'occuper de ça, n'est-ce pas? Quand on Exactement. sera rendu là, je te passe la parole puis tu nous l'expliques. Exactement. On pourra s'en occuper là, quand ça va être le temps des questions. Je pourrai lire le chat et les Oui, gens pourront écrire leurs questions dans le chat et je serai capable de pouvoir les relier à Joanne et ses invités. Alors, oui, il n'y a pas de problème. On va s'organiser, on va faire un bon travail malgré l'absence de M. Charty, qui est toujours oui, bon pour faire ça, mais on oui. va pouvoir trouver une façon de le faire là, qui va convenir à tous. Alors, bonne soirée. Puis, je te laisse la parole, Joanne. Merci. Oui, merci à toi, Élise, et un beau bonsoir à tout le monde qui s'est branché avec nous. Il y en aura peut-être d'autres qui vont se joindre à nous au fil des prochaines minutes, de nouvelles personnes comme nos fidèles parmi l'auditoire depuis plusieurs années et en virtuel bien, depuis bientôt presque 2 ans, je crois, ou 2 ans et un peu plus. Alors, ce soir, je vous le dis, je suis heureuse. Heureuse d'avoir deux grandes femmes, dames avec nous qui vont parler de l'écriture parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. J'y ai réfléchi souvent et je me suis dit, à une des présentations, à l'une d'elles, j'aimerais beaucoup recevoir deux femmes que j'aime lire, que j'aime entendre, qui vont nous éclairer sur le bienfait, je dirais, de l'écriture quand on est en deuil. Et on va déborder aussi pour voir tout ce qui se trouve derrière l'écriture. Et pas juste l'écriture qui est publiée, mais l'écriture que l'on garde chez soi, mais qui est presque une amie, l'écriture, qui rompt la solitude, qui brise l'isolement. Alors, on va voir avec elle et je vais vous les présenter un petit peu plus tard parce que je vais ouvrir le sujet et après, je vais vous présenter nos deux invités parce qu'on va parler à tour de rôle et à la fin, nous serons toutes ensemble pour écouter vos questions, vos commentaires. Alors moi, je vais y aller de façon comment je pourrais dire, très simple, mais très, euh, je pense que je vais prendre le mot percutant. C'est percutant ce que l'écriture, d'abord la lecture, a fait pour moi. Et c'est peut-être dans ce sens-là aussi que ça me tient tant à cœur, aussi parce que j'écoute des personnes qui lisent les livres et qui me disent, je vais vous partager une phrase que je viens de lire et qui m'a fait un bien fou. Et d'autres qui me disent, j'écris un journal, j'ai commencé à écrire un journal depuis le début de mon deuil. Et de mon côté, j'ai d'abord découvert la lecture, malheureusement, un peu trop tard, je trouve, fin vingtaine. Je me suis intéressée plus que jamais
à la lecture après avoir été malade et me dire comment être en relation. Comment être en relation quand on est pris chez soi, malade, dans un lit. Et c'est là que la grandeur des livres à lire d'abord sont venus vers moi. Une petite anecdote avant de vous parler de ces lectures et de l'écriture qui a suivi. Lorsque j'étais incapable de communiquer, il y a de cela plusieurs années, pour des raisons de santé, c'était passager, mais je ne pouvais pas parler. Et quelqu'un a eu l'idée extraordinaire de m'apporter une tablette magique. Et on m'a apporté une tablette magique pour que j'écrive quelques mots. Étant intubée, je ne pouvais pas parler. Et donc, j'ai commencé à écrire des mots sur une tablette magique. Et là, je me suis dit, ça y est, on comprend ce que je dis et de quoi j'ai besoin. Alors pour moi, ça a été une révélation incroyable des mots écrits, puisque mes mots parlés ne pouvaient pas à ce moment se manifester. Donc, j'ai commencé avec la tablette magique. Et puis, plus tard, durant une très longue convalescence, j'ai découvert des livres. J'ai commencé à lire et je me suis dit, mais c'est donc bien extraordinaire. Je découvrais tout un monde. Je m'en veux, je vous le répète, de ne pas avoir lu autant avant, mais ça a été pour moi une découverte, une révélation, une passion. Et je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, mon Dieu, que les livres me sont précieux. Pourquoi? Parce que je tenais un livre entre mes deux mains et je me disais, l'auteur est avec moi. J'avais presque la prétention qu'il s'adressait à moi. J'oubliais qu'il avait publié ça en 5000 exemplaires. J'avais l'impression que je n'avais que sa version à moi, pour moi, entre mes mains. Et ça m'a fait un bien fou d'être accompagnée, de lire ce que j'aurais peut-être aimé écrire, de trouver de l'espoir, de trouver des mots qui résonnaient en moi. Et je me suis dit, ah, c'est formidable. La solitude n'existe pas. Pas si vous avez des livres autour de vous et pas si vous écrivez. La solitude n'existe pas. On est en lien avec l'écriture, on est en lien avec la lecture parce qu'on est en lien avec l'auteur. Ah, ça, moi, être en lien avec Bobin. J'ai commencé à lire Christian Bobin alors que je découvrais ce poète pour moi magnifique qui me faisait un bien fou à l'âme. Et, mais je me disais, ça ne se peut pas qu'un être comme lui sache parler autant de l'amour des fleurs, de l'arbre devant sa fenêtre. Je disais, il me fait voir ce que je ne peux pas voir présentement, je suis alitée. Et c'est lui qui m'amène à l'extérieur. Il me fait entendre les oiseaux qu'il entend. Alors, sa plume était pour moi tellement extraordinaire que j'ai commencé à retrouver de la joie de vivre alors que j'étais en plein deuil, j'étais souffrante dans mon corps, dans mon cœur, dans mon âme. Et j'ai commencé, j'oserais employer le mot à guérir, parce que la lecture nous guérit. Et j'ai tellement aimé les mots, le choix de tous ces mots, quand les écrivains, les auteurs, les mots qu'ils utilisent. Et ça me fascinait. Tant de livres partout dans les bibliothèques et librairies. Et en même temps, euh, euh, pas un seul livre, pas un seul mot ne se ressemble comme un visage. Tous nos visages sont uniques.
et les livres sont uniques. Et c'est formidable, en tout cas, pour moi, est née au fin fond d'un lit l'idée de peut-être un jour écrire. Je ne savais pas écrire. Je ne savais pas écrire. Je ne suis pas écrivaine. Je suis quelqu'un qui aime les mots, qui aime écrire, qui se fait réviser beaucoup par des gens qui ont du talent et qui ne sont pas là pour changer ce qu'on veut dire, mais qui sont là parfois pour ajouter ou enlever un mot de trop et en mettre un qui va résonner davantage. Et quand j'ai tout découvert ça, mais je me suis dit, j'aimais le geste d'écrire. Pour moi, écrire avant que j'écrive à l'écran, c'était un peu comme le pinceau pour le peintre. Je me disais, écrire, c'est peindre nos états d'âme parfois, c'est peindre l'univers, c'est peindre des couleurs, les couleurs du temps et tout ça. Alors, j'ai fait de belles découvertes de personnes qui savent s'adresser à chacun et à tous. C'est pour ça, le deuil, on le dit souvent, il est unique et universel. Et le livre qu'on lit, il est unique et universel. Il est unique parce qu'il arrive à tel moment dans notre vie. Et si, comme moi, vous avez fait l'expérience de lire un livre une première fois, à tel âge, et de le reprendre 5 ans plus tard, vous allez voir que vous ne faites pas la même lecture. Et ça, c'est extraordinaire de redécouvrir l'auteur, de redécouvrir ce qui nous a échappé, de découvrir ce qui nous a échappé. Et je dirais que comme le deuil, quand on écrit sur le deuil, et on y reviendra avec nos deux belles invitées, quand on écrit, on se relit plus tard et on voit le chemin parcouru. Un livre nous propulse, l'écriture nous propulse vers un ailleurs. Et pour l'endeuillé qui va se mettre à écrire, ça va l'aider non seulement à apprivoiser le deuil, mais à approfondir son nouveau chemin de vie. C'est grand, le verbe est grand, les mots. Vous savez, les premiers mots d'un enfant, on est complètement ébloui, alors que maman, papa, je t'aime, ça ne peut pas être plus universel, mais ça ne peut pas être plus unique quand c'est dit par l'enfant qui parle pour la première fois. Et ça ne peut pas être plus unique lorsque celui ou celle qui est en fin de vie s'apprête à nous quitter avec ses derniers mots. Les mots, ça a quelque chose de tellement puissant. En rentrant dans la vie et en sortant de la vie. C'est ce qui nous reste, les mots. Les mots que certains ont prononcés, des mots que d'autres ont écrits, mais les mots nous accompagnent. Un livre, c'est un compagnon. Un jour, j'étais à Genève et mon ami me dit, je ne peux pas aller dîner avec toi à l'heure du lunch. Alors, voici un beau restaurant là, devant le lac. Va manger et puis je te rejoins vers 2h30, 3h. J'avais pris, heureusement avec moi, un des livres de Bobin, La plus que vive ou Le très bas. Je pense que c'était La plus que vive. Et je m'installe au resto et je me fais plaisir, je commande quelque chose de beau. C'était beau, j'étais une belle table, une belle petite table. Dehors, c'était magnifique. Je sors Bobin et je lis pendant 2 heures après avoir mangé entre-temps le fameux livre de Bobin. Je sors de là et mon ami Clément me dit, Joanne, j'espère que tu as aimé le resto et que ce n'était pas trop long ou ennuyeux de manger seul. Oh, j'ai dit, tu sais pas quoi. J'ai pas mangé seul, j'ai mangé avec Bobin. Ah, il était ici, il était là, Bobin. Mais non, mais regarde, je l'ai dans ma poche. Et je l'ai dans ma poche pour toujours.
je vais trimballer cet écrivain avec moi. Ça a commencé comme ça, mon amour pour les livres. Je pourrais vous en nommer plusieurs, mais je vais vous nommer tout de suite, sans plus tarder, celle que j'ai lue peu de temps après, qu'une amie m'a fait le bonheur, le cadeau de me présenter. Elle m'a dit, est-ce que tu as déjà lu Hélène Dorion? Je dis non, je ne l'ai pas lu. Elle dit, c'est notre plus grande poète québécoise, tu ne la connais pas. J'ai dit non, je m'excuse, je suis désolée, mais je ne la connais pas. Ben, elle dit, il faut que tu te procures ses livres. Je commence à lire cette femme, cette grande écrivaine. Je ne peux pas vous dire la joie que j'ai encore dans le cœur. Elle a intitulé notre échange de ce soir « L'étreinte des mots ». Mais moi, ça m'a fait faire un clin d'œil, et peut-être que c'est ce qu'elle a voulu faire aussi, à son magnifique livre « L'étreinte des vents ». Et j'avais lu ça avec un bonheur immense, comme son livre « Recommencement ». Et elle en a bien d'autres. Vous avez lu l'affiche comme moi. Et si vous n'avez pas lu l'affiche, allez voir ce qu'on dit d'Hélène Dorion, parce que ça vaut la peine aussi d'aller taper son nom sur votre Google et l'entendre nous lire des passages aussi de ses livres. Ça aussi, on pourra en reparler ce soir quand un auteur lit ses livres et qu'on est très malade et qu'on n'a pas le courage de lire et que l'auteur nous parle à l'oreille. Quel cadeau! Quel cadeau pour guérir! Alors pour moi, c'est à la fois sincèrement un bonheur et un privilège de vous présenter Hélène Dorion, une écrivaine dont nous pouvons être fiers. Elle est d'abord poète, romancière, essayiste, artiste pluridisciplinaire. Ses livres sont publiés dans une quinzaine de pays et lui ont valu plusieurs distinctions. Allez voir ça. Vous allez voir que ce n'est pas rien. Je ne pourrais pas toutes les nommer, mais j'aimerais quand même souligner qu'Hélène Dorion est officière de l'Ordre du Canada, chevalière de l'Ordre national du Québec et membre de l'Académie des lettres du Québec. Je vous en conjure, allez chercher un de ses livres et vous saurez que je n'ai pas rien dit qui soit contraire à ce que vous découvrirez. Et je vous conseille sincèrement aussi d'aller voir, des fois on dit un poème. Qu'est-ce qu'une poète? Il faudrait que je le demande à Hélène, mais moi, ça me faisait peur, la poésie. Je me disais, est-ce une musique que je ne connais pas? Et justement, s'il y a quelqu'un qui m'a fait aimer la poésie, c'est bel et bien Hélène, parce que je m'y reconnaissais, je comprenais, ça vibrait. Alors là, j'ai dit, ça doit être ça une grande poète. Je vous la présente à l'instant. Bonsoir, Hélène. Bonsoir, Joanne. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci pour cette présentation et merci aussi de mettre en relief, j'allais dire, toute la bonté des mots pour nous. Parce que je pense qu'on est au service des mots très souvent et du langage, mais dans tout ce que tu as dit depuis le début, ce que j'entends, c'est ce que je vis avec les mots, c'est-à-dire que les mots sont aussi à notre service. Ils sont là pour nous bercer, pour nous éclairer, pour nous guider. Et moi, comme écrivaine, c'est vraiment ce que je vis dans mon lien très intime et de longue date maintenant avec les mots. Alors, merci de m'accueillir pour en parler avec vous. Ben, c'est du bonheur. Et puis, ce que je veux te demander, parce que j'aimerais ça que les gens sachent ce soir qu'il y a différentes sortes d'écriture. Et quand je dis que l'écriture et la lecture, on va y revenir, peut faire grand bien à tous ou à toutes. Il y a différentes formes d'écriture, comme il y a des chansons, il y a plein de styles.
Et puis, il y a des gens, je suis certaine, qui ont écrit des poèmes et des chansons qui sont restés dans les tiroirs. Et puis d'autres qui ont écrit des lettres à un être cher disparu, décédé. Et d'autres ont écrit leur journal. D'ailleurs, quand on était adolescente, c'était donc précieux d'écrire notre journal. Peux-tu nous dire un mot là-dessus? Toi qui es écrivaine, as-tu commencé un peu comme tout le monde avec un petit journal que tu gardais à ton chevet, sur ta table de chevet? Oui, moi, j'ai commencé directement par des poèmes, mais c'est vrai, on dirait qu'avec souvent l'adolescence, donc au moment où il y a des émotions qui viennent, notre lien au monde et notre lien aux autres est en train de se créer et que la complexité des liens, la complexité des émotions, parfois nous submerge un peu. C'est à ce moment-là, très souvent, que se crée le premier lien aux mots et à l'écriture, comme si les mots allaient éclairer, allaient nous permettre un peu de faire un peu de ménage dans ça, de Oui. nommer plus précisément. Et je pense que c'est vraiment, de fait, le rôle des mots. Donc, il y a plusieurs types de liens à l'écriture, au langage, comme tu le dis si bien. Moi, je suis devenue écrivaine, mais je pense que c'est une sorte, j'allais dire, d'accident ou d'un lien de surcroît. Parce que moi, je pense que toutes les écritures sont vivantes. Autant la personne qui va écrire une lettre à un proche que quelqu'un qui va écrire un poème spontanément en se promenant dans la forêt ou en allant après une rencontre avec quelqu'un. Toutes les formes d'écriture sont vivantes, vibrantes et éclairantes. Parfois, c'est vrai, parfois on devient écrivain ou écrivaine, c'est-à-dire que ce lien-là prend une force telle et une présence telle dans la vie que c'est comme si toute la vie, tout à coup, se composait de ce lien au langage et donc on en fait un usage dit professionnel. Mais pour moi, c'est d'abord et avant tout, disons, une autre manière de vivre l'écriture, d'aller, par exemple, vers la publication. Mais c'est pas parce que, par exemple, je suis écrivaine que je vais plus facilement écrire des cartes de vœux. Et ça, c'est un élément qui peut sembler un peu banal, mais on s'attend des fois d'une écrivaine qu'elle écrive, bon, tout facilement. Quelqu'un peut très bien ne pas être écrivain, donc passer sa vie dans les mots et écrire, par exemple, pour un deuil particulier ou pour une émotion ou un sentiment ou un événement dans sa vie et que ce soit percutant, que ce soit vraiment excellent. Autrement dit, il n'y a pas besoin d'être écrivain. Le langage appartient à tout le monde. L'écriture appartient à tout le monde. Il n'est pas réservé qu'aux gens qui en font, comme nous, une profession aussi. Et les mots appartiennent vraiment à tout le monde. Oui, oui, c'est fantastique la façon dont tu l'expliques parce que c'est vraiment la communication. C'est une communication, mais toi, il faut le dire, tu as quand même étudié dans ce champ, c'est-à-dire la littérature, la philosophie, et tout ça te permet aussi de peaufiner le verbe, de peaufiner ce que tu as à nous livrer. C'est comme si, je ne sais pas, tu avais de la soie sur laquelle tu nous présentes un peu tes pensées. C'est formidable. Alors, tu as sûrement un rapport avec cette écriture qui t'est très chère parce que tu l'as étudiée, mais aujourd'hui, tu te l'es approprié, tu, tu sais comment tu vas composer. Je ne sais pas si tu t'installes devant le papier avec une idée très précise. Comment tu travailles, peut-être tu peux le dire, si tu y vas avec une inspiration, si tu as des mois durant l'année où tu aimes particulièrement t'y adonner.
Oui, je pense d'abord que c'est une sensibilité au monde. On dit qu'un peintre va voir le monde à travers des formes et des couleurs. Un musicien va être sensible au son, à la musique même, que peut faire n'importe quel bruit. Ma sensibilité au monde passe par les mots, passe par le langage. Et bien que, en fait, j'ai davantage étudié même la philosophie que la littérature, mais ce lien aux mots, il m'a semblé que c'était un carrefour par lequel tout passe, autant le lien avec les êtres, la compréhension de la condition humaine, toutes mes questions philosophiques, toutes les questions liées au sens même de l'existence passent par ce tamis des mots et c'est vraiment, j'allais dire, c'est ce qui me relie au monde de manière essentielle. Donc, je passe ma vie dans les mots et c'est ce qui fait que, oui, l'essentiel de ma vie se passe dans l'écriture, mais l'écriture, c'est pas seulement le moment où on est devant une page ou un ordinateur et qu'on écrit. C'est une sensibilité, c'est une manière d'aller à l'intérieur de soi et de vouloir nommer les choses, de vouloir faire des mots une sorte de guide pour défricher un chemin qui s'éclaire à mesure. Et pour moi, les mots, ce sont ces éclaireurs. Ce sont comme des petites lampes que j'emporte avec moi dans la nuit de l'être et de la vie et qui vont défricher un chemin. Je vais à la rencontre de moi-même et du monde et des autres avec les mots. Donc, et à un certain moment, ben, tout ça s'organise, tout ça devient comme une sorte de constellation. Ça crée une figure qu'on appelle le sens. Et ce que tu mentionnais tout à l'heure, que j'aimais d'ailleurs beaucoup, on a l'impression parfois quand on lit quelque chose que c'est pour nous. Et moi, j'avais envie de te dire, mais moi, j'écris pour chaque personne qui me dit, j'ai eu l'impression que vous écriviez juste pour moi. Ah oui. Vrai, même s'il y a 5 000, 10 000, 20 000 exemplaires, on écrit pour la personne qui nous lit, pour cette personne-là qui va s'approprier nos mots et les amener dans sa propre expérience, dans sa propre vision, sa propre émotion. Et c'est peut-être là aussi un certain sens de la littérature et du fait d'être écrivain, faire de cet intime un lieu universel où les autres peuvent être accueillis dans leur propre expérience. Et quand on lit quelque chose et qu'on dit « c'est exactement ce que je ressens », et c'est comme si les mots allumaient une petite lampe dans une pièce où il faisait noir avant qu'on lise. Et ça, c'est la magie des mots, la magie de l'écriture aussi, de rejoindre au plus profond et au plus loin certains êtres. Oui, c'est pour ça que j'aime dire l'écriture nous relie, auteur et écrivain. Je veux dire, lecteur et écrivain, parce qu'au fond, hein, c'est ce lien entre nous qui fait grand bien. Je voudrais te poser une question, Hélène, parce que, comme tu le sais, ce soir, dans l'auditoire, je t'expliquais que les gens qui nous écoutent, pour la plupart, ont perdu un être cher de différentes façons, hein, parfois de façon tragique, parfois, c'est toujours tragique perdre un être cher d'ailleurs, et parfois à petit feu. Mais tout ça pour te dire que j'aimerais t'entendre nous parler de la perte d'une grande amie à toi, parce que j'ai compris, tu en as parlé très peu, à quelques reprises quand même, à la radio, et ce soir, juste pour nous autres, là, de t'écouter, par exemple, quand on écrit, est-ce qu'on a envie d'écrire tout de suite après la perte d'un ami ou ça ne se passe pas comme ça pour toi qui en fait un travail de tous les jours? Mais parle-moi de cet ami, parle-nous de cet ami que tu as perdu parce que depuis le début de nos rencontres, on a parlé de la perte d'un enfant, on a parlé de la perte d'un conjoint, on a parlé de la perte de différentes façons, mais pas souvent de la perte d'une ou d'un ami. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que quand on grandit dans le temps et dans l'âge, l'amitié prend une place très importante dans nos vies.
Parfois, il reste des amis très chers, très proches, avec lesquels parfois on a partagé une grande partie de notre vie, mais pas forcément. Parfois, c'est une partie de notre vie significative, mais ce sont des êtres avec lesquels on a créé des liens uniques. Et dans mon cas, c'était, comme tu l'évoques, c'est Marie-Claire Blais, en fait, qui était ma grande amie depuis plus d'une quinzaine d'années, avec laquelle j'étais liée dans ce que j'ai de plus intime, c'est-à-dire l'écriture. Bon, je pense qu'on peut sentir combien l'écriture, c'est le centre de ma vie, avec l'amour sous toutes ses dimensions. Et donc, Marie-Claire appartenait aussi à ce chemin d'écriture, c'est ce qu'on partageait. On l'a partagé dans une aventure commune d'écriture. D'ailleurs, ces dernières années, depuis 6 ans, en fait, on a écrit ensemble le livret d'un opéra, Yourcenar, une île de passion, un opéra qui sera présenté donc cet été, en juillet et en août, à Québec et à Montréal. Et ce projet commun nous reliait dans ce qu'on a de plus intime. Marie-Claire Blais, pour ceux qui ont lu sur elle ou qui l'ont déjà lu, peuvent savoir que Marie-Claire a dédié sa vie à l'écriture, dédié sa vie, j'allais dire, à cette mission de passer par le langage pour dire la beauté du monde, pour dire aussi la douleur du monde, les difficultés, les singularités, les injustices, tout ce qui fait partie de la condition humaine. Et donc, on était liés par cette vision commune du monde, par une amitié aussi très, très intime, et très peu de gens étaient dans ce cercle très proche de Marie-Claire. Et bon, ça s'est passé, elle était pas malade depuis très longtemps. Elle avait 82 ans. On ne s'attend jamais. Il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que vous vous y attendiez? Et je trouvais toujours la question un peu étonnante. Peut-on vraiment s'attendre à la minute ou à l'instant? Sauf dans certains cas, bien sûr, mais dans ce cas-ci, non, on ne s'y attendait pas. Tu parlais aussi tout à l'heure des derniers mots de quelqu'un, des dernières paroles. Au moment où c'est arrivé, Marie-Claire vivait à Key West. Nous, on se parlait depuis plusieurs années tous les jours par FaceTime principalement. Donc, on se voyait. Donc, quand quelqu'un, c'est une amie, mais elle habite le quotidien. Alors, j'allais dire, c'est un grand coup de vent. On parle parfois de la perte de personnes très proches, très chères, comme un monde qui se perd, une espèce de jardin qui est dévasté. C'est vraiment, et comme si on avait le souffle coupé, c'est vraiment ce que j'ai vécu, c'est vraiment ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et pour moi, comme chaque fois que j'ai vécu un deuil dans ma vie, je me suis efforcée de rester là, de ne pas vouloir fuir ce qui était là, même si c'est très inconfortable, très douloureux, même si tout ce que je pouvais vouloir, c'était quitter ce fleuve très agité pour rejoindre une rive plus calme. Le temps le temps, je pense qu'à ce moment-là, pour moi, c'est le temps. C'est aussi de prendre acte de la grandeur de cette amitié. Je porte encore Marie-Claire dans ce projet qui nous relie et qui continue de nous relier. C'est comme si pour moi, c'était presque une preuve tangible de la persistance de la présence. On dit souvent, ben, la personne continue d'habiter, continue d'être là. C'est comme si ce projet, qui est un hommage à l'écrivaine Marguerite Yourcenar, mais qui devient pour moi un hommage à Marie-Claire Blais et à l'amitié et au travail commun. Alors, c'est comme si pour moi, ce travail-là faisait en sorte que je vis vraiment la persistance de la présence. Je prends acte de tout ce qu'elle m'a apporté, de tout ce qu'elle continue de m'apprendre encore aujourd'hui, et donc de mener ce travail commun à son terme. J'ai l'impression de continuer à vivre avec Marie-Claire, ce qui n'efface pas la douleur, mais ce qui donne un sens au fait de la traverser. Et je pense que c'est surtout ça dans mon cas, c'est un chagrin profond, c'est une perte. Je suis encore dans ce deuil-là, ça fait que 5 mois. Je n'ai pas écrit sur, parce que pour moi, comme tu le disais, comme je suis écrivaine, c'est comme si l'expérience doit m'habiter avant d'être transposée
par le langage. Pour moi, c'est vraiment une transposition. Mhm. Et c'est le temps, seul le temps. Et je vais savoir quand et comment ça va venir, sous quelle forme, sans rien presser. Mais en attendant, il y aura ce projet-là, cet opéra, qui sera pour moi une manière. Et il y aura un livre aussi avec Ce livret, vous l'avez écrit à deux. Oui, tout à fait. Donc, à quatre mains, avec Marie-Claire, avec sa luminosité, sa grandeur, la beauté de sa présence dans l'écriture aussi. Et donc, il y aura un livre autour de ça. Donc, c'est comme si la vie faisait en sorte que on va continuer par ce projet-là et je vais l'apporter toujours en moi parce que l'écrivaine que je suis porte Marie-Claire Blais. Pas que je deviens une plus grande écrivaine pour ça, mais tout ce qu'elle m'a appris, je ne cesserai de le faire vivre en hommage à cette amitié. Et tu disais tout à l'heure, le mot, le nom, moi, quand je vois Marie-Claire Blais, il y a toute cette sensation de la grande amitié, de la grande force de ce lien-là qui me lie à elle. Donc, de voir le mot, le nom écrit, et c'est vrai que je l'ai vu beaucoup parce qu'il était dans les journaux, parce que j'ai eu à en parler publiquement, c'était là. Et ça a été pour moi une manière aussi de dire qui était différente. Oui, ah ben c'est super de nous avoir décrit du fond du cœur qu'est-ce que c'est qu'une relation aussi importante et que quand la mort vient nous séparer, qu'il faut la faire vivre, cette relation autrement. Et c'est souvent le propos que nous avons ensemble, les personnes qui nous parlent de leur deuil, qui échangent sur le deuil. Comment garder cet être vivant en nous alors que physiquement, il y a eu une grave déchirure. Tu sais, Hélène, je pourrais continuer et continuer pendant des heures, mais on est toujours un peu, comment dire, arrêté par le temps. Et puis, le temps file et je veux juste dire à toutes les personnes qui nous écoutent présentement que à la toute fin, après avoir écouté Luce Desaulniers, ma prochaine invitée, je vais demander à Hélène de nous revenir pour nous laisser sur quelque chose qu'elle va nous lire. Elle va nous expliquer un petit peu ce bout de papier que moi, j'ai eu l'occasion de lire et que je trouve très grand en si peu de mots. Avoir des mots aussi complets, c'est quand même quelque chose. Alors, tantôt, on va finir avec toi, Hélène, avant les questions. Je te reviens et j'en profite pour te présenter à toi et à toutes les personnes qui nous écoutent sur le web. Et des gens qui connaissent bien Luce Desaulniers parce que c'est d'abord une amie avec nous au Repos Saint-François. Elle est une précieuse collaboratrice et plus que tout, je trouve ça impressionnant, cette écriture-là, c'est-à-dire qu'elle a quand même publié plus de 400 articles scientifiques. Il faut le faire. Oh mon Dieu! Ça, là, quand je vois ça, je me dis, c'est pas rien. Des articles comme ça, quand on sait le travail que ça demande. Ah, c'est quelqu'un d'extrêmement riche à écouter. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie tellement au fil des années. Ce sont deux belles amies que j'ai ce soir avec moi. C'est ça qui fait d'autant plus plaisir. Mais ce n'est pas rien, parce que Luce, là, il faut le dire, on s'intéresse ce soir avec le deuil, la vie, la mort. Et Luce, s'il y a quelqu'un qui peut nous parler de la mort par le biais de la vie, par le biais de ses connaissances, de ses recherches, par ce grand métier que celui de l'anthropologue, c'est quelque chose. Et donc, elle a fondé les études supérieures interdisciplinaires sur la mort. Et elle me corrigera si je me trompe, mais il me semble en tout cas que c'était une première. Ça s'est passé à l'Université du Québec au début des années 80, il me corrigera.
Et vraiment, c'était une première dans le monde qu'on s'intéresse comme ça par des études directement là, sur la mort, dans la francophonie en tout cas. Et ça a été plusieurs étudiantes qu'elle a eues. On par la suite poursuivi un chemin. Je dirais que sans sa rencontre, n'aurait pas eu l'impact que ça donne aujourd'hui. Les personnes qu'elle a formées, les personnes qu'elle a dirigées dans les nombreux, dans les thèses de doctorat et tout, imaginez-vous qu'est-ce que c'est qu'un mentor comme ça qui nous guide et qui nous aide à prendre nos ailes. Pour tout cela, Luce, je te remercie de tout ce que tu as apporté jusqu'à maintenant dans ce monde et que tu ne cesses de faire. Alors, très heureuse aussi de t'accueillir et de t'écouter. Ton titre que tu as donné à cette présentation m'intrigue beaucoup. C'était l'objectif, ma chère Joanne. Merci infiniment à toi d'avoir eu cette idée de nous mettre en gerbe, Hélène Dorion et moi, et puis aussi avec le concours imminent du repos. Et voilà. Alors, je ne peux pas aller plus vite que ce que j'ai prévu. Alors, moi aussi, je suis un peu maniaque du temps. Je suis une anthropologue du temps. Alors, je vais quand même, je vais lire le texte parce que ça va me permettre de ne pas m'épivarder, comme on dit. Alors, c'est ça. Alors, j'ai appelé ça « 1001 doigts aux grottes fleurs des humains ». Vous allez comprendre ce que ça veut dire au fil du texte. Puis si vous ne comprenez pas, ben on y reviendra. Et je veux simplement dire que je me situe sur pour les gens qui nous écoutent, que j'ai choisi délibérément de nous situer sur un tout autre registre que le registre de l'expérience individuelle d'écriture, la mienne ou celle d'auteur. Bien que beaucoup de choses que je vais dire recoupent des éléments par résonance, si on veut, de ce que tu as dit de ta démarche, Joanne, puis de ce que Hélène nous a mis aussi en valeur dans son processus d'écriture et en regard aussi des questions liées au deuil. Alors, vous allez voir, ça va comme suit, comme dirait la chanson. Alors, je commence par les doigts. Comme sur les 5 doigts de chaque main, j'aimerais vous désigner 5 moments de l'histoire de notre humanité qui correspondent chacun, donc qui correspondent en tout en fait, à 5 aspirations qui seraient liées à notre conscience de mortel. Ça fait beaucoup de doigts, 1001 et des milliards, et ça fait beaucoup de grottes métaphoriques aussi à fleurir et à métaboliser. Alors, le premier moment, ça remonte aux premières traces de l'art et ça correspond à cette aspiration que voici. Alors, le Homo sapiens s'est dit « Non, je ne me laisserai pas abattre par la mort ». Dire non, hein, c'est une règle du début de tout apprentissage. On l'a tous pratiqué enfant et nos enfants amplement. Ici, il nous a fallu refuser que la mort anéantisse tout. À cet égard, 47 000 ans avant notre ère, les premières représentations sur parois rocheuses donnent 2 séries de motifs. La première série, c'est des animaux desquels la grotte pouvait en principe les protéger. Lion, mammouth, bison, tigre et compagnie. La seconde série de motifs, on y aperçoit l'animal humain, dressé, qui parlait, balbutiait en tout cas, parfois en compagnie d'oiseaux et de fleurs. On retrouve ça récemment sur les dernières découvertes archéologiques. Donc, au bilan très, 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 très partiel et imparfait de ces 2 séries, si on se figure la vie, c'est qu'il fallait bien conjurer la terreur que suscitaient ces menaces externes. C'est qu'il faut toujours les conjurer. En fixant l'image de ce contre quoi l'on se bat, on tentait de se hisser de l'abattement, de la torpeur, de cette détresse d'impuissance qui affole tout humain. Et dès lors, cet humain apprend à offrir une forme à ce qui autrement chaotise sa psyché ou encore à ce qui ébranle trop le groupe, menaçant de le détruire. Ainsi,
En projetant dans le geste, le dessin, la peinture, l'être dévasté maîtrise l'absence conjoncturelle et apprend à penser pour ne pas en mourir, pour ne pas mourir à ce moment-là. Le processus symbolique est né, tant de gens l'ont dit, est né de la peur de l'anéantissement, de cette peur-là. Et puis, très tôt, le plaisir esthétique a rendu émouvante la présence de l'absence. En prime, en l'accréditant ensuite, toujours sur les grottes, en accréditant de visions fantasmagoriques de l'au-delà, on pense par exemple aux Égyptiens. Tracé, donc, sur la muraille, pour ne pas se laisser abolir psychiquement et pour communiquer plus durablement que par la parole. Trace. Ainsi, Homo sapiens, moins 45 000 ans, découvre combien le mur offre une médiation entre sa perte, la perte qu'il vit, et son propre chagrin. Il s'ouvre à une espèce de zone éponge de sa peine, qui vient éponger sa peine, en même temps qu'à une zone de libération expressive de ce qui lui paraît indicible. Mais il dit. Le mur préhistorique, donc avant l'écriture, inaugure cette médiation ou une zone de jeu entre l'absence, bien réelle, et une forme de présence, cette fois symbolique. Moment 2. Ils sont de plus en plus courts. Alors, on va y aller. Aspiration 2, qui correspond donc à cette aspiration 2. Alors, c'est comme si on disait, mes aimés, à qui j'écris, vous vivez symboliquement puisque je marque votre passage. Vous continuez de vivre. L'écriture est une des formes de langage articulé, après l'art pictural, je le dis, musical, et bien sûr, après la sépulture. Ces langages signent tous la conscience humaine de la finitude et dès lors la fragilité de notre monde connu. Tous transmettent un désir de compréhension des mondes, d'amour et d'élan. L'écriture est apparue dans des lieux distants, ainsi en Chine, en Amérique centrale, à la fin du 4e millénaire avant notre ère. Tous ces signes conservent quand même en large part leur mystère. Il en demeure de même pour toute écriture. C'est pourtant chez les Sumériens de la Mésopotamie que l'écriture se serait le plus intégrée au quotidien proche-oriental. On gravait sur tablette, ils n'étaient pas magiques, Joanne, on gravait sur tablette d'argile ou de cire les transactions commerciales autant que les philosophies de l'existence. De leur côté, les anciens Chinois considéraient l'écriture comme un moyen sacré de communiquer avec les esprits divinisés. Dans tous les cas, écrire soutient la mémoire et à ce titre lance des ponts entre les temporalités, le passé, le présent, le futur, si on regarde sur une ligne, et les temporalités intimes, interpersonnelles et collectives. De pictogrammes en hiéroglyphes, puis des hiéroglyphes en alphabet, représenter phonétiquement le langage parlé est l'une des plus grandes conquêtes humaines que tout enfant refait à sa façon quand il apprend à écrire. Manier un stylet, un crayon ou une plume est le fabuleux moyen de relier le perceptible à de l'inconnu et à de l'invisible. Encore plus précis que le dessin, écrire, c'est poser une distance entre son affect et ce qui nous affecte. C'est se déprendre un brin du caractère totalitaire du manque sans délester. Le mot représente la chose qui manque. Ce faisant, ce et ceux qui nous manquent sont à la fois comme attestés absents, mais convoqués dans une présence qui se découvre tout à fait autre. C'est un peu ce qu'Hélène nous dit à sa manière. Tout là, très absent, mais ailleurs en même temps. Ça m'amène au moment 3. Écrire, journal, écrire à l'autre sous forme de colloques intimes qui sont jetés comme des sémaphores sur du papier ou sur un clavier. Aspiration 3, tu me manques. Par exemple, entend-on, toi qui m'écrivais, toi dont je respire les volutes laissées sur ces cartes, tant savourées lors de leur réception. Et ce goût-là me revient. Pas vraiment mélancolique, tu sais, plutôt comme une ondée d'embrun délicat qui ressemble au lilas. Fin de la citation.
Se représenter l'autre en son absence, mentalement, ne renvoie pas qu'à l'existence de cet autre. Se représenter fait surmonter l'angoisse de l'impuissance et de l'insurmontable que nous vivons tous, sentiment insurmontable. Se représenter se fait parfois d'ailleurs dans un moment quasi hallucinatoire. On n'en revient pas. Curieusement, en déposant la détresse de ce qui nous abîme, on peut s'enchanter de l'effort de piocher le cœur des mots, parce que écrire, ce n'est pas nécessairement fluide d'emblée. S'enchanter de l'effort, et donc par cet enchantement, par ce chant, pourrait-on dire, la détresse, mine de rien, s'estompe. Enfin, au fil de l'exercice régulier d'écrire à l'autre, à propos de lui, à propos des nous, mine de rien encore, le changement se ferait une voie. En regrettant la présence, on régresse. On ne régresse pas vers l'enfance, comme on dit habituellement, et nos premiers apprentissages, alors que nous étions sécurisés en renonçant à certains plaisirs immédiats. En régressant, je l'entends comme si on rebroussait le chemin dans nos biographies conjointes, qui se sont conjointes et qui se sont disjointes à un moment donné. Hélène m'en parlait pour Marie-Claire Bill. On refait son chemin vers le meilleur de l'autre. Et alors, ce meilleur-là peut nous changer. Le lien ou les liens entre les mondes de ce qui est perdu et le monde de la trouvaille se tissent dans une étrange continuité. On peut être très simplement heureux de se camper dans ce troisième moment, tant consolateur, de se sentir ainsi un beau maillon dans la chaîne humaine et d'en rester là. Mais il y a un moment 4 parfois, partagé. L'aspiration 4, j'ai besoin de faire récit à d'autres, de compter. On peut donc, petit maillon, vouloir prendre les autres à témoin, leur livrer les nuages, y incluant le vertige de vouloir retrouver l'autre perdu. Y incluant dans le désir flou que les autres, d'autres que nous, pleurent avec nous cette perte. Manière peut-être de ne pas, soit, se perdre. Le tremplin du texte livré sur site web ou par les bons soins d'un éditeur, ou comme ça, à droite à frais d'auteur, le tremplin du texte livré s'avère humanisant si la diffusion dépasse la vidange psychologique simple. On le propre comme ça. Si mon appel est suivi d'écho, et mieux de d'autres appels. En somme, s'il y a des échanges réels et à partir des autres, c'est ce que vous avez dit, éminemment les deux. Faire l'effort de me décoller de mon chagrin pour explorer comment chacun de ces autres fabrique sans l'autre. Se déprendre de soi entraîne à connaître l'autre, l'un et l'autre s'en trouvent irrigués, devenant un sujet proprement humain. Devenir sujet, c'est partager, c'est pouvoir s'engager, comme aussi, à l'occasion, se mettre en retrait, tour à tour, tour de main. Moment 5, le dernier. Diffuser. Quand on diffuse, il y a des risques en énonçant, et il y a encore davantage de risques dans la création. Alors, je renvoie à Ginette Rimbaud qui nous mettait en garde. Créer est aussi une épreuve, une autre voie d'incertitude. Son collègue Didier Anzieux soulignait que, je cite, « rêve, deuil, création ont en commun qu'ils constituent des phases de crise pour l'appareil psychique. Comme dans toute crise, tiens donc, hein, on est dedans en masse, comme dans toute crise, il y a un bouleversement intérieur, une exacerbation de la pathologie de l'individu, une mise en question des structures acquises, internes et externes, une régression à des sources inemployées qu'il ne faut pas se contenter d'entrevoir, dont il reste à se saisir. Et c'est la fabrication hâtive d'un nouvel équilibre ou c'est le dépassement créateur, ou encore, si la régression ne trouve que du vide, c'est le risque d'une décompensation, d'un retrait de la vie, d'un refuge dans la maladie, voire d'un consentement à la mort psychique ou physique. Quand même, faisons attention, porter hors de soi,
je cite plus là, organiser le vécu face à la perte n'est pas forcément équivalent à faire œuvre créatrice. Exprimer n'est pas équivalent de créer, pas plus qu'énoncer quelque chose, mais élaborer à propos de cette chose. Pour Didier Anzieux encore, la création, je le cite, c'est l'invention et la composition d'une œuvre d'art ou de science répondant à 2 critères, apporter du nouveau, c'est-à-dire produire quelque chose qui n'a jamais été fait, en voir la valeur tôt ou tard reconnue par un public. Ainsi définie, poursuit-il, la création est rare. Fin de la citation. Nous pourrions en discuter, puisque le sentiment créatif, le sentiment d'être dans un processus créateur, se tient de toute manière hors de ce qu'on appelle la reconnaissance sociale. En effet, il n'empêche le caractère singulier de chaque expression et qu'on dit la même chose. Il n'empêche aussi le sentiment de dépasser sa propre force d'inertie dans le deuil, de dépasser ses propres limites. Et ça, si on entend par créer, non pas tant du nouveau, d'ailleurs très souvent autoproclamé, mais si on entend par créer comme symboliser. Symboliser, c'est donner sens, c'est donner un sens, toujours aléatoire, c'est-à-dire conjoindre le réel de la mort ou du manque avec son monde imaginaire, individuel et culturel, afin de donner corps à ses pensées, à ses fantasmes, à ses rêves. Symboliser, c'est donc relier pour mieux se relier aux autres. Ainsi se nourrit l'élan vitalisant. Écrire viendrait donc substantifier un brin la dissolution qui est impartie à toute mort et qui nous fait si mal. En somme, pour terminer, je suggérerais que nous pouvons avancer dans le deuil, ce qui est le thème de notre rencontre, sans trop nous en soucier, ni de l'avancée, ni du deuil. En se disant, tout bonnement, une chance que j'ai des bras, des mains, des doigts, pour griffonner, pour structurer l'arborescence des pensées, pour t'acheter le monde en beauté, en clair-obscur, en ce que vous voulez. Enfin, pour réagencer des réalités empiriques qui peuvent nous affliger, comme nous pacifier, réagencer ces réalités-là bien concrètes à nos réalités psychiques. Ce réagencement-là, par l'écriture ou non, vous le savez tous, c'est un geste à recommencer à son rythme et à l'infini. Voilà, merci beaucoup. Et mes amis, merci beaucoup, Luce. C'est le genre de texte qu'on aimerait relire. On ne sait pas. Si un jour, hein? On va le déposer. On va le déposer? Oui, on va le déposer sur le site? Ben oui. C'est formidable. Merci beaucoup de nous... C'est écrit dans la fièvre du COVID, hein? Oui, hein? Oui. Un coup d'on. Ça a des beaux côtés, Mais enfin, merci pour vraiment ce travail de nous amener très loin avec le début de l'écriture et tout ce que... Ah là, j'ai pensé à des pierres, des graffitis, plein de choses justement en Ukraine où les gens écrivent sur les murs et ça nous a fait penser à plein de choses. Vous savez, merci infiniment, Luce, et merci de le déposer, ce texte qu'on va relire. J'ai dépassé l'heure. Ce soir, j'étais trop emballée par ce sujet extraordinaire. Vous ne m'en voudrez pas, parce qu'on peut, hein, n'est-ce pas, Élise, déborder quelque peu. Et puis, on va avoir des questions tout de suite après la lecture de la lettre d'Hélène Dorion. Je lui ai demandé de vous la lire et ça va nous faire du bien après ce tour qu'on vient de faire toutes les trois autour de l'écriture. Hélène, on t'écoute sur ce que tu as composé. Oui, alors ça s'appelle « Lettres de printemps ». C'est un texte qui a été écrit à l'occasion d'un concert qui a été diffusé à Radio-Canada avec les violons du roi et qui était en hommage
aux personnes décédées durant la pandémie et une lettre adressée principalement aux endeuillés de la pandémie. Mais bien sûr, à tous les endeuillés, dans mon cas, c'est pour ça que je l'ai écrit. Au calendrier des jours, c'est le printemps. Avec ses odeurs de terre nouvelle, le chant des vents déjà doux et une lumière presque vive, il appelle un renouveau. C'est le printemps, mais il n'entre pas dans ta maison. Les volets sont refermés sur la solitude, sur les ombres de la perte. Il y a eu un orage furieux, quelque chose qui ne ressemblait à rien, comme si nos vies partaient soudain dans tous les sens. Cette vaste tempête t'a laissé seul dans la forêt dévastée. L'arbre haut qui est tombé a tout emporté dans sa chute. Cet être que tu aimais est parti sans que tu aies pu le voir, sans qu'il y ait cette dernière fois si précieuse où l'on touche le visage, où l'on se dit le chemin partagé et celui à parcourir encore. Cette ultime traversée qu'ensemble vous auriez accomplie n'a pas eu lieu. Tu n'as pas entendu une dernière fois l'histoire de ta naissance racontée dans la voix de celle qui t'a donné la vie. Tu n'as pas aperçu dans le regard de celui qui t'a vu grandir les espoirs que tu as comblés. Tu n'as pas su la joie que tu as procurée à ton père, à ta mère, le jour de ta venue au monde, et durant toutes ces années où l'amour a été ce feu indéfectible qui chaque fois réparait les ombres et vous tenait au chaud. Depuis, la vie semble lointaine, éparpillée parmi des gestes que tu n'habites pas, et les volets de la maison demeurent clos, parce que rester vivant dans l'absence n'est pas plus facile que de partir vers la mort. Je t'écris comme on cognerait à la porte de ta maison, ni pour entrer, ni pour que tu sortes, mais pour te dire que quelqu'un attend sur le seuil, avec des mots qui ne pourront certes pas réparer le cœur ou ramener près de toi l'être aimé. Ces mots, comme des lampes dans la nuit, cherchent à ouvrir le chemin vers d'autres saisons. C'est au temps qu'ils s'adressent, à ce temps que l'on ne peut tuer, qui s'écoule avec nous, sans nous, et ne s'arrête que pour celui qui part. Mes mots dessinent l'arbre qui s'est en allé de l'autre côté des heures. À l'été, il te protégera du soleil de midi. À l'hiver, il te sera un abri bienveillant contre les vents contraires. Peut-être vois-tu ces mots, vois-tu cet arbre, peut-être entends-tu le bruit des pas sur les feuilles séchées, comme un chant de la terre qui recommence. Peut-être cet instant éloigne-t-il un peu ta souffrance en te rapprochant de la beauté, de la certitude d'une présence simple, d'un petit rien qui remue la vie entière, un arbre, des branches, un rayon qui dure, comme une rencontre. Alors, on le sait, on n'abandonne pas ceux qui nous ont quittés. Ils seront présents à travers tout ce qu'ils nous ont apporté et tout ce qu'ils ont inscrit en nous pour que l'arbre continue de grandir dans la forêt du temps. Apprend-on à vivre au milieu de ce fleuve où coule l'éphémère? Il y a l'art, il y a l'amour, l'amitié, la beauté. Il y a la joie de rencontre et de partage. Ce sont nos racines, ce qui nous attache au rivage et nous retient de glisser avec le courant. Un matin de ce printemps que dessinent les mots, la solitude devient une eau claire qui secoue l'obscurité, recueille sans détruire et dissout ce qui manque. Sur le seuil de ta maison, le brouillard se dissipe pour que reviennent d'autres mots. La clarté ne se fabrique pas. Elle déjoue le vide et se tient sur la crête d'un instant, nous surprend au détour pour dire qu'elle existe encore. Ah, mon Dieu. On va méditer ce soir sur ces mots avec lesquels tu nous laisses vraiment de l'intérieur parce qu'on fait un grand voyage en t'écoutant. On fait un voyage et on reconnaît
ceux qui ne sont plus de ce monde, mais qui vont éternellement vivre en nous, vraiment. Tu nous as amenés à ce souvenir formidable de ces précieuses personnes qui nous ont précédés. Merci pour avoir écrit une si belle lettre. Et on va passer aux questions, Élise. S'il y a déjà quelqu'un qui aimerait s'adresser à l'une de nous. Oui, en passant, je voulais juste dire qu'on a reçu quand même. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Bon, j'ai reçu quand même plusieurs commentaires, là, des messages d'appréciation sur la présentation de Mme Dorion et de Mme Desaulniers. Alors, beaucoup, beaucoup de messages d'appréciation. Je voulais juste vous passer le message en voyant tout là, dans le chat, qu'est-ce qui se passe. J'ai une première question. Je pense pas qu'elle s'adresse nécessairement à. Je pense qu'elle s'adresse à vous trois. Vous pourrez décider qui veut la répondre. J'ai quelqu'un qui me demande comment retourner à l'écriture. J'ai fait une thérapie complète en écrivant parce que c'est la seule façon que j'ai eu de m'exprimer depuis le décès de mon père. Alors, cette personne a un blocage. Euh, j'ai un blocage d'un départ tellement inattendu, je n'arrive pas à mettre les mots sur une feuille, ni même à l'exprimer. Alors, je vous laisse avec cette question-là. Je peux peut-être Oui. commencer, parce que ça m'est déjà arrivé moi-même, même comme écrivaine. Et j'aurais peut-être deux voies de suggestion en fait, c'est d'essayer des choses, bien sûr, mais parfois, peut-être qu'on veut trop que ce soit parfait ou que ce soit les mots justes ou que ce soit vraiment ça. Et je dirais d'entrer dans une sorte de tâtonnement. Des fois, prendre un livre et recopier des phrases qui sont dans ce livre qu'on a lu, qui nous a touchés, qui nous a bouleversés, qui arrive à nommer, donc entrer dans ses propres mots en passant par les mots des autres. Je pense que parfois, ça peut vraiment nous aider. Donc, prendre les phrases et les copier soi-même, puis petit à petit, écrire un mot, un autre mot, un autre mot, mais pas passer pas vouloir tout de suite la phrase parfaite, ce qui va vraiment être là. Un seul mot parfois et rester sur ce mot-là, en mettre un autre. Autrement dit, recommencer par le plus petit, parce qu'évidemment, le deuil, c'est une extrême vulnérabilité, c'est un grand vent. Je parlais d'un jardin dévasté, donc on plante une petite graine, à la fois une petite semence, et parfois, cette petite graine, c'est un seul mot, le regarder vivre, et ensuite, il y aura un deuxième mot, d'en prendre tout le temps pour revenir au langage et à l'écriture. Merci. On a d'autres questions, Élise? J'ai pas d'autres questions, mais j'ai Oui. beaucoup, beaucoup de remerciements. Je pense que les gens adorent les présentations, puis les discussions, puis les conversations que vous apportez. Je pense que là, ça a peut-être quelque chose à ajouter. Oui, j'aurais quelque chose à ajouter à ce que Hélène apporte sur, sur ce blocage. Deux choses aussi. Je me souviens toujours du vieux monsieur qui me disait que la mort était bien contrairante. Ça doit être comme l'expression, on veut qu'elle vienne, elle ne vient pas. Bon. Quand on demande de façon extrêmement intense et répétée que les choses arrivent, c'est bien contrairant, elle n'arrive pas. C'est une vérité, comme disait mon fils, une vérité de la police. La police, ça n'arrive pas. C'est très bizarre. Et donc, je relance un peu à partir de ce qu'Hélène disait par rapport à un mot, l'impression du mot, elle peut venir non pas seulement de l'écriture, elle peut venir d'aller voir, de s'imbiber de l'art. Vous allez dans une exposition sur un thème qui vous voit des peintres, ou enfin, même quelqu'un qui vous parle pas d'emblée, vous allez là et vous notez les petits pout-pout, les petits mots qui arrivent comme ça, sans nécessairement en vouloir en faire quelque chose. Parce que plus on veut faire quelque chose, plus l'objectif est précis dans le deuil, à mon sens, ce que j'ai observé, plus on se tire dans le pied parce que les choses viennent, pour autant qu'on les stimule de sources diverses, elles viennent selon leur champ propre, selon leur allure, comme l'allure d'un bateau qui va au vent, tu ne décides pas du vent. Semble-t-il. C'est bon,
il me semble que ça nous aide à se dire, ça va venir, croyons-y. C'est ça. Hein? Oui. Mm. Alors, allons-y à notre rythme. Il me reste, parce qu'on a un petit peu débordé du temps, à remercier les auditeurs d'avoir pris le temps et la peine de nous écouter. Et certainement que je veux remercier nos deux belles invitées, ces deux grandes dames extraordinaires qui nous ont apporté, je dirais, des mots qui vont nous bercer, des mots qui vont nous faire réfléchir, des mots qui vont nous inspirer. Et encore une fois, aller lire ces deux femmes avec les livres qu'elles ont publiés aussi. Et je n'ai pas d'autre mot que merci et toute ma reconnaissance de ce que vous nous avez offert si généreusement, toutes les deux ce soir. Si je pouvais vous envoyer une belle petite carte présentement, il me semble que les mots viendraient avec ma petite tablette magique. Là. Oui. Je vous ferai un cœur sur ma tablette magique. On le reçoit. Merci. Alors, pour la prochaine fois, ce sera la dernière de la saison. C'est le 6 juin. Le 6 juin. Je vous dis tout de suite qu'il sera question de la spiritualité dans le deuil. Deuil et spiritualité. Alors, nous aurons aussi un invité qui va savoir nous inspirer, nous aider, nous guider avec ce mot spiritualité dans le deuil. Et un beau bonsoir. Et pour la lettre du printemps, c'est beau parce que c'est lettre du printemps et nous allons de plus en plus vers un printemps réel, hein, qui se prononce de plus en plus avec sa clarté. Merci de nous avoir éclairés, les filles. Merci, Élise. Ben, ça me fait plaisir. Puis j'aimerais ça vous ajouter aussi que ce soir, non seulement on l'a fait en direct, mais il va y avoir l'enregistrement de ce qu'on a fait ce soir va être placé sur le site web InfoDeuil, je dirais vers mercredi ou jeudi. Alors, ceux qui ont eu des fois des petits problèmes techniques au début, il y a des gens qui avaient de la difficulté à se connecter, vous allez avoir l'opportunité de réécouter là, au complet la production là, de ce soir. Alors, aucun souci. Puis encore là, j'ai plusieurs messages qui remercient toi, Joanne, et Madame Dorion et Madame Desaulniers pour vos témoignages et aussi les textes que vous avez partagés. En tout cas, vous êtes des femmes inspirantes. Là, moi aussi, je vous écoutais, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant et inspirant. Alors, merci encore à vous tous. Oui, puis on va pouvoir déposer les textes. Oui, exactement. On va faire ça cette semaine aussi. Puis on donnera les informations autour de l'opéra dont nous parlait Hélène. Oui. Tout ça. Alors, on aura de l'information sur le site. Exactement. Merci. Je peux rajouter merci, Joanne, d'avoir eu cette idée. Oui. De nous joindre. Chlouk. C'est oui. Très chouette. Et puis, Gabriel, le technicien, j'allais à ma tante juste lui dire bon anniversaire, il y a 40 ans aujourd'hui. Assister à ça. Wouh! Je ne sais pas s'il va aller écrire, là. Et merci à vous, merci beaucoup. J'étais très heureuse de participer à cette belle rencontre. Merci beaucoup, Joanne. Merci, Luce. Merci, Élise et Gabriel. À très bientôt, à très bientôt. Hein? Allez, et puis, au plaisir de vous lire. Bon printemps. Bon printemps.